Alors, on va reprendre en résumé la Gemara Tetvav Amud Aleph, et ensuite on continue. On fait le cours pour la Refoua Shelema de Boaz ben Esther Julie. Alors, nous on a deux Mishnayot qui se ressemblent beaucoup. Et on essaie de comprendre en quoi l'une et l'autre sont différentes. Et pour cela, on va devoir faire un lien avec une marloquette qu'il y avait entre Rav et Shmuel. D'accord ? Rav et Shmuel sont des Amoraïm, donc ce sont des rabbins de dernière génération. Voilà, on avait chaud. Rav et Shmuel sont des Amoraïm, rabbins de dernière génération. Et eux-mêmes, ils ont une compréhension différente d'une autre marloquette, Tanaïm, qui sont Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Ok ? Pas les mêmes époques. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, c'est la Mishnah, c'est à peu près l'an 0 d'époque. Et ensuite, 500 ans plus tard, en 300 et 500 ans plus tard, on a la Gemara. Donc, on se remet dans ce contexte. On a Rabbi Yehuda, Rabbi Meir qui ont des écrits qui s'appellent la Mishnah, et Rav et Shmuel, qui viennent et qui essayent de comprendre la divergence d'opinion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'accord ? Et en fonction de ça, on a une compréhension différente des deux Mishnayot. Donc, ça fait beaucoup de paramètres, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais en réalité, en refaisant, c'est pas si compliqué que ça. Donc on a deux Mishnayot. Dans chacune des Mishnayot, on a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, qui sont eux première génération. Et sur chacune des Mishnayot et des marloquettes, on a un avis de Rav et de Shmuel, qui sont eux dernière génération. Comment comprendre ça ? En résumé, on l'a déjà fait 3 ou 4 fois, mais c'est pas grave. On a dit qu'il fallait faire 101 fois, on a le temps. Donc en résumé, on a de la marge. En résumé, la première Mishnah, elle nous disait qu'on ne peut pas utiliser, donc ça c'est un sujet super simple, on ne peut pas utiliser des planches pour faire une souka. Parce que des planches, ça ressemble trop à une maison. D'accord ? Ça, alors au début, la Mishnah ne dit pas pourquoi. La Mishnah dit juste que Rabbi Yehuda, il permet d'utiliser des planches, Rabbi Meir ne permet pas. Rav nous dit pourquoi. Pourquoi cette différence ? C'est quoi le fond de la marloquette ? Le fond de la marloquette, c'est que Rav Yehuda pense qu'on peut utiliser des planches, du moment que ce sont des planches, donc c'est du bois, c'est végétal, c'est pas Mekabel Touma, ça a toutes les caractéristiques d'un bon srar. Et bien pour lui, il n'y a pas de problème, tu peux même des planches peu importe la taille, les planches sont cachères. Rabbi Meir vient dire non, il y a un truc que tu as oublié, Rabbi Yehuda, c'est Xeratikra. Xeratikra, c'est quoi ? C'est que lorsque tu utilises des planches qui font plus de 4 tefachim, c'est-à-dire à peu près 30 cm, et bien ça, ce sont les planches qui sont au calibre qu'on utilise pour les maisons, qu'on utilise pour faire les toits de maison. Et si tu utilises les mêmes planches pour les toits de maison et pour la souka, et bien les gens qui vont voir ta souka, ils vont dire ces planches-là ne sont pas différentes de celles qu'il y a dans ma maison, donc je peux manger dans ma maison, pas besoin de faire une souka. C'est exactement la même chose, le toit. Eux, il y en a qui ne vont pas tilter que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un où il y a du ciment, et l'autre où il n'y a pas de ciment. Ils vont dire non, il y a des planches, il y a des planches, même fournisseur, même marque, même prix, tout pareil. Alors c'est bon, je peux manger chez moi. C'est une maison normale. Une maison normale. Alors pour ça, Rabbi Meir dit, on interdit les grandes planches pour pas que les gens fassent cet amalgame, et on permet uniquement les petites planches. Très bien. Ça, c'est l'interprétation de Rav. Shmuel. Et donc d'après cette interprétation de Rav, c'est très simple. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Xeratikra, donc on peut utiliser ce qu'on veut. D'après Rabbi Meir, il y a une Xeratikra. Shmuel vient dire pas du tout ce que tu dis. C'est bien, c'est cool, mais ça marche pas, tu sais pourquoi ? C'est impossible de dire que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas que Xeratikra. C'est sûr que pour Rabbi Yehuda aussi, il y a Xeratikra. Lui aussi, il interdit les grandes planches. Alors c'est quoi le sujet de la marloquette ? Si les deux, ils sont d'accord qu'on n'a pas le droit des grandes planches. Il dit non, le sujet, c'est pas les grandes planches, c'est les planches qui font entre 3 et 4. Qui font plus que 3 tfachim et moins que 4 tfachim. Plus que 4 tfachim, tout le monde est d'accord que c'est pas bon. Moins que 3 tfachim, c'est sûr que c'est bon. Entre 3 et 4, il y a une marloquette. D'après Rabbi Meir, là aussi on prend une précaution supplémentaire de dire on n'utilise pas, parce que ça ressemble trop, etc. D'après Rabbi Yehuda, non, là, Xeratikra c'est 4, c'est pas moi, on vient pas me rajouter une xéra sur une xéra. Une double protection, on n'a pas besoin. Sur ça, il y a la marloquette. Très bien. Ça, c'était la Mishnah qu'on avait fait avant. La Mishnah d'ici, elle parle d'un autre sujet qui ressemble énormément, où on dit, en fait, on utilise tout pareil. Ce sont des planches qui sont 4, sauf que c'est pas pour faire une souka qu'on les utilise, c'est pour faire le toit de sa propre maison.
je fais le toit de ma maison, et pendant la construction, arrive le jour de Sukkot. Et je dis, ah bah, ça tombe bien parce qu'on a mis les planches, on a tout mis, on n'a pas encore mis le ciment. Donc c'est exactement, on a les murs de la maison qui font les murs de la souka, on a le toit de la souka qui est encore une fois les bons caractéristiques, des planches végétales, pas mekabel touma et pas liées au sol. Magnifique. Je vais, bah tu sais quoi, on va manger dans la maison, on aura une belle souka, encore mieux, on pourra inviter tout le monde. La question, est-ce qu'on a le droit ou pas? Rabbi Yehuda nous dit, eh ben, ça va rentrer un autre paramètre, ça dépend d'une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai dit non, Bet Hillel dit oui. Alors, oui, à condition, une condition, c'est soit de bouger les planches, donc je les enlève et je les remets, soit d'enlever une sur deux. Et Bet Shammai dit, non en principe, mais d'accord si on fait les deux conditions. On bouge une sur deux les planches et on enlève une sur deux. Très bien. Et c'est pour Bet Hillel ou pour Bet Shammai et. Maintenant, très bien. Donc on sait que la halakha est comme Bet Hillel, ce qui veut dire que oui, on pourra, d'après Rabbi Yehuda, utiliser ces planches. Et Rabbi Meir vient à la fin et dit ça sert à rien de bouger. Ce qu'il faut, c'est enlever une sur deux. Très bien. Donc on dirait qu'il ressemble un peu à Bet Shammai. Il dit ça suffit. En fait, c'est pas que ça suffit pas de bouger. Il faut en plus enlever une sur deux. Donc on dit mais c'est quoi le fond de la marque locate ici? On dit bah c'est Xeratikra. C'est exactement comme avant. C'est le problème de Xeratikra. Alors on dit si c'est Xeratikra, à quoi ça sert d'enlever? On a dit parce qu'il y a un problème aussi de Taaseh Velomina Asouy. C'est quoi Taaseh Velomina Asouy? C'est que on ne peut pas, pour faire simple, on ne peut pas utiliser un srar qui n'a pas été mis dans l'idée de faire une mitzvah, de faire une mitzvah de souka. Donc là, quand on a mis les planches, on les a mis pour faire une maison, pas pour faire une mitzvah de souka. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit Bet Hillel? C'est simple, tu les enlèves. Et là, tu remets, en pensant au srar, que de la mitzvah de souka, à chaque fois, et c'est bon, tu as arrangé ton toit. Et pour le problème et pareil, lorsque tu vas enlever une planche sur deux, ça aussi, ça suffit à dire que tu as agi sur le srar et que tu as enlevé, donc, et que tu as permis de faire les Shem Mitzvah, le srar. Très bien. Ensuite, on a posé une question, on a dit, mais je ne comprends pas, dans ce cas-là, notre Mishnah à nous, elle est exactement la même que la Mishnah d'avant. C'est exactement la même problématique. On a répondu comme ça, non, c'est pas la même problématique. Pourquoi? Parce que on avait vu un premier avis de Rabbi Chia, mais qui a été rejeté, pour dire que ici c'était des planches, là-bas c'était des planches qui étaient lissées, et ici non, et comme c'est des planches lissées, ça ressemble à un keli, et qu'on n'a pas le droit de mettre, comme on n'a pas eu le droit d'utiliser un keli, on a voulu dire, si tu utilises quelque chose qui ressemble trop à un keli, on t'interdit, mais on a dit que non. La preuve, c'était les flèches. Les flèches. C'est quoi cette preuve-là? C'est que si on a des bâtons de flèches, on avait dit qu'ils sont mâles, c'est-à-dire en pointe, on peut utiliser ça pour un srar. Bâtons de flèches qui sont creux, et dans ce cas-là, on n'a pas utilisé pour le srar. Pourquoi? Parce que le creux, on peut utiliser comme un verre. D'accord? Et donc c'est un keli, et donc c'est mekabel touma. Et donc on a dit, mais on ne va pas t'interdire les flèches mâles à cause des flèches femelles. On aurait pu dire, vu que tu as un risque, quelqu'un qui va voir des bâtons de flèches sur le srar, il va dire, sympa, tu as utilisé tes bâtons de flèches pour le srar, je vais faire pareil. Il n'a peut-être pas vu qu'il y en a qui sont mâles et d'autres qui sont femelles. Il ne va pas faire cette distinction. Donc les Rachamim auraient pu craindre et dire non, on ne va pas te permettre de mettre des bâtons de flèches tout court. Les Rachamim n'ont pas fait cette xéra-là. Donc de même, on a dit ils ne pourraient pas faire une xéra qu'on t'interdit les belles planches à cause des planches qui sont moins bien faites. D'accord? Qui sont lissées. Alors, c'était quoi la maskana finalement? La maskana, c'était comme ça. C'est quoi la différence entre notre Mishnah? C'est la conclusion. La conclusion, c'est la maskana. C'est quoi la différence entre notre Mishnah et la Mishnah de là-bas? Pourquoi il y a les deux? Eh bien parce que tout simplement, dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda amène un argument supplémentaire. Il te dit pourquoi moi je dis qu'il n'y a pas Xeratikra? Pas parce que je pense de moi-même qu'il n'y a pas Xeratikra, parce que en fait, j'ai eu entendu cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il n'y a pas Xeratikra. Donc cette Mishnah était nécessaire pour amener l'argumentaire de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir, alors comment il peut faire face à Bet Hillel? Il ne peut pas, Bet Hillel c'est encore la génération d'avant. Réponse, c'est que Rabbi Meir il dit que cette marloquette n'a jamais existé. Il dit moi j'ai jamais entendu que tu as dit qu'il y a une marloquette Rabbi Meir entre Bet Hillel et Bet Shammai, moi je l'ai jamais entendu. On ne peut pas la trouver. C'est juste. C'est oral. Il n'y a Ouais. pas d'autre endroit Non. ou d'autres qui en parlent. Non, c'est le principe même de la Gemara, c'est qu'à chaque fois ce sont des enseignements oraux. Des fois il y a des braïtotes, ça n'a pas été compilé là, mais on peut les retrouver
C'est vrai. Pareil, mais c'est oral, comme, exactement. Et même les braïtot, on verra que ça arrive souvent. Quelqu'un qui disait, il y a cette braïta, ils disent non, il y a pas, je ne connais pas cette braïta. Ou dire non, j'ai entendu une qui ressemble à ça, mais il y a ce détail en plus. Quoi? Oui, mais de qui tu l'entends? De ton maître ou de ta chavota? Voilà, et on prend la paternité. Rabbi Yehuda, il dit, moi, dans ma yeshiva, on a étudié ça. Et Rabbi Yehuda dit, moi, dans la mienne, on n'a pas étudié ça. On n'a jamais dit qu'il y avait... Même des fois, dans la même yeshiva, ils disent, le Rav, il a dit ça. Et l'autre, il dit, ben non, mais j'ai le même Rav que toi, il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Ça arrive. C'est toute la problématique de la Torah orale, mais c'est aussi toute sa richesse. C'est ça qui permet d'avoir le spectre de chacun sur un enseignement de base qui est le même. Voilà, exactement. Maintenant, il ne faut plus dire ça. Quoique, peut-être si tu compares les cours, tu trouves... Oui, faudrait voir. En tout cas, ça c'est l'explication. Pourquoi on a les deux Mishnayot, c'est très bien, c'est parfait. Maintenant, toute cette explication-là part du principe que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sont en désaccord sur les planches de 4 cm. On est en train de dire que pourquoi il y a cette deuxième Mishnah? Parce que Rabbi Yehuda amène un argument sur l'appui de Beth Hillel pour te dire voilà pourquoi moi je dis qu'il n'y a pas Gzerat Tikra. Mais tout ça, ça veut dire que c'est selon Rav. Mais Shmuel qui dit que d'après Rabbi Yehuda, il y a oui Gzerat Tikra. Tout ce qu'on vient de dire ne tient plus. Je répète, je vous ai perdu. Là, on a expliqué que pourquoi cette Mishnah, elle vient, en conclusion, elle vient pour appuyer l'avis de Rabbi Yehuda qui disait qu'il n'y a pas cette Gzerat Tikra n'existe pas. On peut mettre des planches de la taille qu'on veut. Et la preuve qu'il ramène, c'est Beth Hillel qui nous dit, bah tu vois, quand tu construis ta maison, Beth Hillel n'a pas dit le toit n'est pas cachère. Beth Hillel a dit, bah c'est très simple, tu bouges une planche sur deux. Donc le fait qu'il n'ait pas dit que c'était pas cher, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas que Gzerat Tikra. Si je bouge une planche sur deux, on est bien d'accord. Mais c'est pas parce qu'il ne l'a pas dit que... Parce que si tu bouges une planche sur deux, tu déduis que parce qu'il a dit que tu bouges une planche sur deux, il n'y a pas de Gzerat Tikra. C'est ça que tu déduis? Exactement. Si je te dis, regarde, c'est très simple. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une planche de 4 comme srar ou pas? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser du plastique en tant que srar? Disons qu'il y en a un qui dit oui, un qui dit non. On n'a pas le droit d'utiliser ce srar. Non, si je te dis, tu sais quoi, tu n'as pas le droit, mais si tu le bouges, bah tu as le droit. Tu vas dire, attends, donc en soi, on a le droit. Il y a un autre truc qui m'embête, c'est pour ça qu'il faut le bouger, mais en soi, on a le droit. C'est ce qu'il dit Beth Hillel. Beth Hillel dit, les planches de 4, il n'a pas dit qu'il faut les jeter et mettre des planches de 2. Il a dit, tu peux les laisser, il faut juste les bouger. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de problème de Gzerat Tikra. Il y a un problème de Taaseh, Velominaso. Il faut faire que ça soit fait l'Echem Mitzvah, qu'on les fait pour la Mitzvah. Comment? Là, il justifie la vidéo. Exactement. Rabbi Yehuda dit, mais moi, je t'ai la preuve qu'il n'y a pas de Gzerat Tikra, c'est Beth Hillel qui te dit, laisse les planches de 4, pas de problème. Juste, tu les bouges. Et pourquoi alors de les bouger, ça n'enlève pas la Gzerat Tikra? Oui, c'est pas ça le problème, c'est assez Velominasoui qu'il ne faut pas que ça soit un toit qui a été mis sans l'intention de faire le srar. Et là, tu l'enlèves et tu le remets, donc maintenant, il y a l'intention. Donc, on est bien d'accord que là, Beth Hillel nous dit qu'il n'y a pas de Gzerat Tikra. Et donc, ça vient pour appuyer l'idée de Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'y a pas de Gzerat Tikra. Et ça, qui c'est qui nous a expliqué ça 500 ans plus tard? C'est Rav. Mais Shmuel, lui, qu'est-ce qu'il nous avait dit là-bas? Que même d'après Rabbi Yehuda, il y avait Gzerat Tikra. Alors, comment Shmuel, qui vient donc 500 ans après ses enseignements, peut justifier sa position d'avant, malgré notre Mishnah ici? C'est sur la taille c'est ça? Ici, il parle de la taille, oui. Voilà, Oui, Shmuel, c'est par rapport, si c'est supérieur à 3, c'est donc si c'est 4, c'est Alors, pour tout le monde. Bon, si c'est 4, c'est Gzerat Tikra. Ici, il faut l'intention plus une certaine taille. ça, on est d'accord. C'est ce qu'il veut dire lui. Shmuel, lui, nous avait dit, effectivement, il faut l'intention, ça, il n'y a pas de... Ça, regardez, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a aucune marloquette, donc ça, c'est facile. La question, c'est est-ce que la taille a une importance ou pas? Il n'y a pas de marloquette, l'intention, c'était la marloquette entre Meir et Yehuda au début. L'intention? Ouais. Non. Ça, même Rabbi Meir, il est d'accord. Il faut l'intention. Parce que lui, il rajoute aussi... Il rajoute en plus Gzerat Tikra. Exactement. Mais l'intention, il est d'accord. Ça, c'est un passouk de la Torah, et tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il faut mettre le srar avec l'intention de la mitzvah. D'accord? Ça, il n'y a pas de marloquette. La question, est-ce que la taille de la planche a une importance ou pas? Alors, on avait vu, encore une fois, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, d'après Rav, il va dire Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'importance, Rabbi Meir, oui, il y a une importance.
Et donc, on a expliqué tout ça. Mais d'après Shmuel, qui dit non, mais même Rabbi Yehuda est d'accord que c'est interdit de mettre des grandes planches. Alors, comment Shmuel il explique cette Mishnah? C'est par rapport à la taille, toujours. C'est une taille Mais comment il inférieure. justifie Ici, ça? alors Parce que ici, c'est alors pas- ici, on a parlé d'un toit de maison. Toit de maison égale planche de 4. Ça, on ne peut pas le changer. On ne fait pas des toits de maison avec des champs de planches de 2 ou de 3, ça n'existe pas. C'est minimum des planches de 4. Donc on est ici dans un cas de planche de 4. Et Rabbi Yehuda nous dit que Beth Hillel, Beth Shammai, on l'adore, il est important, mais dans le raisonnement, on n'en a pas besoin, donc on va le mettre un peu de côté pour que ce soit un peu plus clair. Rabbi Yehuda nous dit que Beth Hillel dit qu'on peut utiliser ces planches à condition de les bouger ou d'en enlever une sur deux. Alors, enlever une sur deux, ça colle avec Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que Rachid nous avait dit, ça sert à quoi d'enlever une sur deux? Ça sert à rien. En fait, il avait dit, on enlève toutes celles du milieu, on enlève la moitié des planches, ça voulait dire pas une sur deux en réalité. On enlève celles qui sont au milieu complètement, on laisse que les planches qui sont au bord, sur les côtés à 2 mètres, donc on laisse 2 mètres de planches sur les côtés, Ça fait partie du mur. jusqu'à 2 mètres, même un srar qui n'est pas cachère, est caché, on le considère comme le mur. Ça, c'est un principe. C'est la voûte, non? C'est la voûte. Jusqu'à 2 mètres. Jusqu'à 2 mètres. Mais si la plupart des sous-côtes aujourd'hui, elles sont moins larges que ça. Si, alors, à part ça, il faut qu'il y ait un espace en plus de ces 2 mètres de côté, 2 mètres de côté, qui est un espace au milieu de 7 farim sur 7 farim, c'est-à-dire 70 cm sur 70 cm, en gros. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un espace de srach normal minimum de 70 cm sur 70 cm, et le reste, si on a 2 mètres et 2 mètres des côtés maximum de srach pas cachère, la souka est 100% cachère. Donc on peut avoir, comme tu as dit, une grande souka en fait de 4 mètres 70, c'est quand même grand, et qu'il n'y a que 70 cm au milieu qui sont cachères, la souka est toute cachère parfaitement. Ça veut dire que ce qui dépasse, c'est un mur en béton. Au début, par exemple, tu as le souka avec un mur en béton qui dépasse par exemple, jusqu'à 2 mètres. Oui, Tu peux manger en dessous. exactement. Parce que ça va s'annuler par rapport à Parce ça. que tu es Si le reste est tu es dans le mur, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Nous, on va préciser. Exactement. Ça, c'est ça. Donc la solution que Beth Hillel a dit d'enlever une planche sur deux, ça colle à Shmuel, puisque ça c'est plus un problème de Taaseh Nazoui, c'est un problème de Xeratikra. Et là-dessus, il y a pas, on peut dire que c'est aussi Xeratikra, donc pas de problème. Mais d'après Shmuel, qui nous dit que d'après Rabbi Yehuda, il y a oui un problème de Xeratikra. Alors comment Beth Hillel a pu dire qu'il suffit d'enlever une planche sur deux? Comment Shmuel va expliquer ça? Donc ça, c'est la fin de la Gemara, qui est un peu plus compliquée. On avait fait Rashi dessus. Et Rashi nous dit la chose suivante. Rashi nous dit la chose suivante. En réalité, lorsque tu es dans notre premier... C'est quoi la différence entre les deux Mishnah? C'est que notre première Mishnah, elle parle d'une souka. La deuxième, elle parle d'une maison. La première, c'est quoi? Si tu veux faire une souka et que tu utilises des planches qui ressemblent à celles d'une maison, alors ça, on t'interdit. Pourquoi? Parce que ces planches qui ressemblent à celles d'une maison risquent de te faire manger dans une maison dans laquelle tu n'as pas le droit de manger. Et donc pour ça, la xératikra, elle est totale. Tu ne pourras pas, il faudra changer ces planches. Par contre, même d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, d'après Shmuel encore, la vision de Shmuel, qui nous disent qu'il y a xératikra, qu'on n'a pas le droit d'utiliser des planches, ça, ce n'est vrai que dans une souka. Mais si tu es dans ta maison, que tu es en train de construire, tout le monde va voir que ta maison, elle n'est pas finie. Tout le monde va bien faire cette différence. Alors, quelle précaution on va te demander de faire pour annuler la xératikra? C'est de bouger les planches. Ou, alors enlever encore une fois, ça y est, on enlève carrément la xératikra, ou sinon de bouger les planches. Pourquoi? Parce que bouger les planches, ça montre que tu sais qu'il y a une xératikra et que tu dois l'annuler par ce geste-là. On avait comparé à ça à quelque chose pour bien comprendre. C'est comme le héros Shabbat. Chachamim ont dit, Shabbat, il y a plusieurs maisons qui partagent une cour commune. Cette cour commune est considérée comme un endroit privé. Donc a priori, j'aurais le droit de prendre par exemple ma poubelle de chez moi et aller la jeter dans le local poubelle qui est dans la cour commune. Dire, maintenant tu portes de chez toi à la cour commune. Oui, mais c'est de priver Reshut HaYachid à Reshut HaYachid, moutard, c'est permis. Chez soi, on a le droit de porter des choses. Eh bien, c'est quoi un Reshut HaYachid? Nous, on croit Reshut HaYachid, ça veut dire que ça m'appartient. C'est pas ça, Reshut HaYachid. C'est un endroit qui est fermé.
Donc si ma cour, il y a une grille devant qui ferme la cour et qui ensuite la cour dispatche toutes les maisons, c'est un endroit qui est fermé, qui appartient en plus qui m'appartient aussi en copropriété, merci. Donc, il y a aucun problème, d'après la Torah, de prendre ma poubelle de chez moi et je passe le problème de mouktsé. Vous allez dire, une poubelle c'est mouktsé, on n'a pas le droit d'en toucher. Ça s'appelle grave shelrei. Grave shelrei, c'est quelque chose qui dérange pendant Shabbat, parce que ça peut une mauvaise odeur, parce que c'est pas beau, parce que c'est sale. Alors ça enlève le problème de mouktsé. Donc on a le droit de prendre la poubelle Shabbat et la jeter. Maintenant, on oublie qu'on est en Israël. Quand on était en Khouslaretz, on nous a dit. Si le local poubelle est dans la copropriété. Alors, t'as pas un local poubelle chez toi. Non, mais tu sais, à l'israélienne, quoi, c'est dehors. Dehors, ça, c'est sûr que c'est un problème. Effectivement, tu as raison. Dehors, c'est réchoute à Rabim, donc c'est sûr que c'est interdit. Mais s'il est dans la copropriété, pour garder cet exemple-là, effectivement, qu'est-ce qui m'empêche d'aller? C'est les Chachamim qui ont interdit. Ils ont dit, on va plus appeler ça un réchoute à Yachid, on va appeler ça Carmélite. Merci David. Carmélite. C'est quoi Carmélite? C'est un réchoute, en fait, un lieu qui va avoir un statut intermédiaire. On va dire, c'est vrai qu'il a tout d'un Réchout Yachid, mais d'un autre côté, il ressemble trop à un Réchout Rabim. Cette cour-là, quand on passe devant, on ne se sent pas chez soi. On sait que c'est à la copropriété, on sait, on ne va pas aller mettre notre chaise et notre table et faire un pique-nique. Non, parce que c'est pas chez nous. Donc nous, on risque dans notre tête de se dire, vu que c'est un Réchout Rabim, vu que c'est un endroit où on ne se sent pas chez nous, bah, si je peux porter là-bas, je vais porter aussi dans la rue normale. Parce que pour moi, c'est autant pas chez moi que la rue. Donc, Rachamim, ils ont fait une barrière qui est finalement par rapport à notre mentalité. Et ils ont dit, tu ne peux pas porter de chez toi, qui est un Réchout Yachid, à ce Réchout qu'on va appeler Carmélite, qui est aussi un Réchout Yachid. Mais non, on t'interdit. Pourquoi? Parce que sinon, tu risques de porter dehors aussi. Sauf si tu as fait un héros. On a vu plusieurs types de héros. L'un d'entre eux, c'est mettre un poteau à l'entrée de la cour, quand on met ce poteau, ce maboy, si vous vous rappelez, on l'avait étudié, ce maboy-là, quand les gens vont voir, on va dire, ah oui, je suis dans un reshoot qui est Ayachid, et je vois que c'est bien la différence avec ce qui va suivre qui est Arabim, et il y a plusieurs façons. On a dit, il y a aussi avec partager un repas avec tout le monde, etc. Mais, bref, en tout cas, Arabim, ils ont dit, on met une xéra, et on met une solution pour faire sauter la xéra. On interdit de porter de chez toi à la cour ta poubelle, mais si tu mets le maboy qui va te rappeler justement la différence entre le Réchout Arabim et le Réchout Yachid, alors on se suffit de ce rappel-là et on te permet de porter ta poubelle. Là, c'est pareil, ce qu'il nous dit Shmuel. Il nous dit en réalité, Rabbi Yehuda, d'après la Torah, on sait qu'on a le droit d'utiliser des planches de 4, c'est sûr. D'après la Chachamim, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Xéra, pour pas qu'on se rompe avec une maison. Maintenant, Shmuel, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sont quand même d'accord. Et sur ça, il y a une marloquette. Rabbi Yehuda nous dit que oui, on peut faire sauter cette xéra. Comment? En bougeant les planches. Que dans le cas où c'est ta maison. Pas dans une souka. Et c'est ça la différence entre notre Mishnah et la Mishnah d'avant. C'est parce que tu ne peux pas faire d'une souka une maison, mais tu peux faire d'une maison une souka. Exactement. C'est ça qui veut dire. Exactement. Ça va? Allez, on continue. C'est beau. Bon, on l'aura fait 5 fois. Non, parce que c'est quand même incroyable que tu ne peux pas le faire. Exactement, ça on avait relevé la semaine dernière quand même qu'il soit plus mahmir dans une souka qui ressemble bien à une souka que dans une maison qui justement voit que c'est une maison. On trouvait ça bizarre, mais finalement en y réfléchissant, c'est justement parce que la maison ressemble déjà à une maison et que là il y a plus, une fois que tu as fait le geste, alors on comprendra que c'est spécial parce que tu es en cours de construction. Bon, on ferme ce long résumé et on continue la Mishnah. Amkare Sukato Beshipudin. Celui qui va cadrer sa souka avec des barres en fer. Shipudim, c'est comme les brochettes. Donc c'est des barres en fer. O Bearucho Amita. Ou sinon, avec les cadres du lit. C'est-à-dire que il prend les sommiers du lit. Et avec ça, il les met dans le toit pour faire un star. C'est pas les bois de lit, hein, Peu importe. C'est des éléments du lit. En tout cas, c'est quelque chose, pour faire simple,
qui est pas soul pour le srar. C'est un kéli. Là, c'est un keli. Et donc, c'est pas soul pour le srar. Les chipoudim en fer, le fer, il n'est pas soul pour le srar. Donc, quelqu'un utilise du srar pas soul, pour faire simple. Im yajere var benem kemotan kshera. S'il y a un espace entre ces éléments qui sont utilisés, kemotan égale à eux-mêmes, kshera, c'est kasher. Et j'explique. On va expliquer avec la Gemara dans le détail, mais en quelques mots. En fait, tu utilises des barres en fer pour faire ton toit. Ça, on sait que c'est pas soul, on ne fait jamais un srar avec des barres en fer. Mais tu laisses entre eux un espace égal à la largeur de chaque barre de fer. Donc j'ai des barres de fer de 3 cm ou de 5 cm, et entre chacune, je laisse encore 5 cm. Là, la Mishnah nous dit, la Mishnah nous dit, c'est kasher. Quoi? Mais je mets du fer pour mon srar? On va voir. Mais il dit oui, parce que effectivement, comme tu auras au moins une égalité de srar kasher, parce qu'après, toi, tu vas combler les trois avec du srar kasher. Comme tu auras une égalité de srar kasher, donc le srar pasoul va s'annuler. Parce que tu veux et que ta barre de fer, elle est cachée. Non, mais qu'appelle tout. Alors, une barre de fer, elle est jamais cachère. Pourquoi elle n'est pas cachère? Alors, tu as raison, elle peut ne pas être Mekabel Touma si ce n'est pas un objet fini. Ça dépend. De même que les barres de bois ne sont pas des kélis, les barres de fer non plus. Là, si c'est un truc qui est déjà fini pour faire un chipoud ou quoi, vraiment, oui. Ou si c'est un objet en fer, oui. Mais si c'est juste une barre de fer qu'on utilise pour la construction, c'est pas un kéli. Pourquoi c'est pas cachère? Yosef et David? Parce que c'est pas du végétal qui pousse dans la terre. Parce que ça pousse pas dans la terre. Vous vous rappelez, on avait vu même. Par rapport à la souquette, c'est pas cachée. Par rapport à Parce la que, oui. on fait pas la condition végétale. Exactement. Et qui n'a pas été coupé de la terre. Alors si, ça a été coupé. C'est Oui, plus. non, Non. faut que ça Ouais. soit- Et vous vous rappelez qu'on avait vu dans la Gemara qui s'interrogeait, se dire mais normalement ça devrait être cachère, pourquoi? Parce que les minéraux ils grandissent dans la terre. Le fer on le trouve dans la terre, vous vous rappelez, on l'avait vu? Ah oui, je me suis posé la question aussi. Voilà. Je me suis dit non, c'est un minéral, un végétal. Mais bon, après c'est. À la base c'est ce qu'on appelle guidoulé minakarka. Hein? C'est pas guidoulé. Mais on avait quand même, la Gemara avait éventualisé ça en disant peut-être que si, puisque quand même on trouve le fer, tu le trouves bien sous la terre. Donc c'est pas pire qu'un végétal. Et parce que ce qu'il faut bien retenir, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que la Torah n'a pas dit qu'il faut que ce soit un végétal. Elle a dit c'est guidoulé minakarka. Et rappelez-vous d'où on a pris guidoulé minakarka? Parce qu'on a pris ça des vaches. Ouais. Vous vous rappelez? On avait pris ça des vaches qui, elles, mangeaient. Et sur ça, on considérait qu'elles étaient guidoulées minakarka. Vous vous rappelez, les peaux, on avait parlé des peaux. Voilà. Et sur ça, on avait dit le végétal. C'est un passouk de la Torah. J'ai oublié la source de la Torah, mais c'est sur la base d'un passouk. En tout cas, donc le fer, de base, effectivement, il peut ne pas avoir ce manque d'être Mekabel Touma. Il peut ne pas être Mekabel Touma. Quoi? Parce qu'il ne pousse pas de la terre. Mais, comme il ne pousse pas de la terre, et donc c'est pas un végétal, la conclusion, c'est qu'on prend que les végétales. Mais à la base, c'est pas directement comme ça que la Torah l'a dit. Et donc, puisque c'est pas un végétal, pour ça, il n'est pas cachère. À l'inverse, les éléments du lit, donc si on prend un lit, par exemple, qu'on a cassé, qui ne sert plus à rien, on dit, tiens, je vais faire mon srach avec, ça, c'est bien végétal, c'est bien pas raccroché à la terre. Ce qu'on n'a pas raccroché à la terre, juste pour que tu saches que tu n'étais pas là au tout début, c'est quelque chose qui est comme une plante, comme du lierre. Si du lierre qui est raccroché à la terre et qui monte sur la souka, ça s'appelle, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que c'est encore accroché à la terre. C'est encore lié au sol. C'est ça qu'on a dit. Donc, les bois du lit, ils sont pas accrochés à la terre, ils sont végétaux. Ah, mais par contre, ils ont été un kéli déjà. Et donc, ils sont Mekabel Touma, pour ça, ils sont pas cachères. D'accord? Donc, on a deux exemples de choses qui sont pas cachères pour deux raisons différentes. En tout cas, ce qu'elle nous dit la Mishnah, qui est un grand chidouche, c'est que si tu utilises ces éléments-là, mais maximum la moitié de la taille du srach, du toit, ça reste cachère. Très étonnant. Et elle continue, la Mishnah nous dit quoi? Achotet bagadish, celui qui creuse dans une motte de foin, la asat lo souka, pour en faire une souka, et na souka, ce n'est pas une souka. Ouais, parce que le star, il se fait de lui-même. Ça, c'est une Mishnah qu'on avait déjà citée avant. Donc là, c'est sa place initiale ici. Et on l'avait utilisé avant pour le principe d'Aseul Nasoui, et je le rappelle. J'ai une grande motte de foin, immense, qui fait 8 mètres cubes.
magnifique, très grand, mais c'est plein. Donc on ne peut pas être à l'intérieur. Maintenant, je sais quoi? Je vais creuser dedans. Je creuse tac, 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 tac dedans, je vide. Et après, poc, je la mets comme ça, et à l'intérieur, et je fais une petite entrée. Boum, ma souka magnifique. J'ai creusé dedans, j'ai enlevé le foin, j'ai un espace à l'intérieur qui me permet de passer sous côte. Alors, de quoi est fait mon srach? Il est fait de foin. Le foin, c'est quoi? C'est bien végétal, c'est pas un keli, et c'est pas relié à la terre. Magnifique. De quoi sont faits mes murs? Bah, de foin aussi, mais les murs, il n'y a aucun interdit que les murs et le srach soient faits de la même chose. Les murs, on peut les faire exactement ce qu'on veut. Donc aussi avec du srach kasher, il n'y a aucun problème, au contraire. Il y en a même qui font exprès de mettre des lattes aussi pour le mur, c'est aussi un hidour, des lattices, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, en tout cas, donc on dit super souka. La Mishnah nous dit, si tu fais ça, ce n'est pas une souka. Pourquoi? Vous vous rappelez? C'est à cause du toit qui s'est fait lui-même. Exactement. On n'a pas fabriqué exprès. Quand j'ai creusé, en fait, c'est pas que j'ai mis un toit sur des murs et que c'est devenu un toit de souka. C'est qu'au fur et à mesure que je creuse, le toit se fait de lui-même. Et donc, il n'a pas été mis pour la mitzvah. Vu que je n'ai pas mis le toit pour la mitzvah, interdit de tasser le minasouy. Pour ça, l'eau souka, c'est pas considéré comme une souka. Bien elle réponde à toutes les exigences de la halakha. Sauf une, justement, tasser le minasouy. Ok. On y va. Il nous reste 2-3 minutes. On commence la Gemara, mais on le fera la fois prochaine. La fois prochaine, on commence direct à la Mishnah. On reprend pas le. Si vous voulez reprendre avec plaisir, je sais qu'on. Voilà, mais comme ça, on avance un peu. Lima, Tehave, Tiyufta, de Ravuna. La Gemara pose la question, est-ce que cette Mishnah-là, qui nous dit qu'on peut utiliser une planche sur deux, est-ce que c'est une contradiction, une objection sur Ravuna? Alors, il faut bien comprendre que Ravuna, encore une fois, lui, il fait partie des secondes générations. Donc, si on a une Mishnah qui dit l'inverse de lui, ça invalide ce qu'il a dit. C'est pas une marloquette. C'est soit, quand tu arrives à la dernière génération, aujourd'hui, on a peut-être un peu perdu ça, mais normalement, quand tu as un Rav qui a dit ça il y a 50 ans, il a dit comme ça, tu peux pas avoir un nouveau Rav qui arrive et dit non, ce qu'il a dit, ça. Alors aujourd'hui, on est tous depuis le Rabbi Yosef Karo, donc depuis 16e siècle, jusqu'à maintenant, on appelle ça qu'on est les Acharonim. Acharonim, c'est-à-dire, c'est les dernières générations. On parle bien sûr référence au Mashiach. Et c'est les dernières générations. Et donc, effectivement, le Rabbi Yosef Karo, il y a une marloquette, est-ce qu'il a un Acharon ou est-ce qu'il a un Rishon? Mais en tout cas, on peut se contredire. Ça veut dire, même le Chafetz Chaim qui a vécu il y a 100 ans, toi, tu peux dire, non, je ne suis pas d'accord avec lui. Rabbi Yosef, par exemple, était souvent en marloquette avec enfin souvent, mais c'est vrai qu'il est en marloquette avec le Chafetz Chaim. Il peut. Pourquoi? Parce que c'est la même, on appelle ça c'est le même type de personne, même génération. Alors que quand on a Tanaïm et Amoraïm, eux ne peuvent pas se contredire. Impossible. Un Amora ne peut pas contredire un Tana. Donc le Ravuna, c'est un Amora. Donc c'est une seconde génération. Et la Mishnah, c'est Tanaïm. On ne peut pas contredire le Karo. Alors ça, c'est en discussion. Pourquoi? On voit, il y a le Magen Avraham, il y a Gaon de Vilna, des fois ils contredisent. Il y en a qui disent non, ils ne peuvent pas parce que c'est Rabbi Yosef Karo. En fait, il est vraiment à la limite entre les Rishonim et les Acharonim. Et donc, on ne sait pas si on le considère comme un Rishon ou comme un Acharon. Si on le classe dans les Acharon, alors on pourrait discuter. Si on le classe dans les Rishonim, c'est plus discutable, sauf si on a un autre Rishon qui dit comme nous. Le Rambam, le Ramban, Rashi, Tosfot, tout ça sont des Rishonim. On peut dire, si eux ils disent comme nous, alors voilà. Alors, je finis le jeu sur ça. Limati Tiufta de Ravuna. Est-ce qu'on va considérer que c'est une objection, donc cette Mishnah, ce qu'il a dit Ravuna? Alors, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Beret de Rav Yoshua, des Itmar, qui avait dit Parutz Keomed. Il avait dit, on avait donné le cas de Parutz Keomed, c'est-à-dire qu'on a des murs qui sont cassés. Il y a des trous dans les murs. Ils expliquaient à l'époque, il y a des animaux qui pouvaient casser les murs, etc. Donc, dans les murs de la Souka, il y a des murs qui sont aussi larges Keomed que ce qui a tenu. Donc, il y a une partie cassée, une partie pas cassée, et les deux sont égales. D'accord? Rav Papa Amar, Moutar. Rav Papa, il a dit, c'est permis, ça veut dire, la souka, elle reste cachère. Ravuna Beret de Rav Yoshua, Amar Assour. Ravuna Beret de Rav Yoshua dit, lui, non, c'est interdit. Ça veut dire quoi? Lui dit, même si tu as pas la majeure, au moins la moitié des murs qui sont kéomètres, qui sont bien, malgré tout, la souka n'est pas cachère. Donc, est-ce que notre Mishnah, qui disait sur le toit, je peux utiliser une moitié de toit en fer, elle vient contredire Ravuna qui disait non, si on a la moitié
des murs qui sont cassés, alors elle est plus cachère. Est-ce que c'est une contradiction? Et donc ça vient invalider Ravuna. Vous le saurez la semaine prochaine.